Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vais laisser les gens rentrer dans la salle. On a des intervenants absolument formidables. Donc, on va commencer très rapidement. Je ne veux pas prendre plus de temps que nécessaire de nos intervenants. Donc, avant de commencer, j'ai quelques détails logistiques. Donc, la séance d'aujourd'hui est offerte en anglais et en français. Si vous voulez écouter la version en français, cliquez sur l'icône d'interprétation en bas de l'écran et vous verrez une icône avec anglais-français. Donc, si vous cliquez sur cette icône, vous pourrez choisir la langue française et vous aurez ainsi accès à l'interprétation en français. Si vous avez des problèmes techniques aujourd'hui, si vous n'entendez pas l'interprétation, par exemple, donc vous pouvez voir en bas de votre écran la fonction Q&A qui vous permet de poser toutes vos questions par rapport au thème du webinaire d'aujourd'hui. Vous trouverez la fonction Q&A en bas de votre écran. Et nous avons un modérateur des Amis des Parcs qui va gérer la conversation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, à indiquer vos idées dans la boîte de clavardage. Et nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. On aura certainement un grand nombre de questions, étant donné le nombre de personnes inscrites au webinaire aujourd'hui. Il est possible que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions, mais nous y répondrons par courriel à la fin, enfin, après le webinaire. Et nous allons également enregistrer le webinaire d'aujourd'hui pour que vous puissiez vous y référer ultérieurement. Merci de nous rejoindre aujourd'hui en direct. Et j'aimerais ouvrir le webinaire d'aujourd'hui en faisant une reconnaissance de territoire et en indiquant ma gratitude pour le rôle que la Terre joue dans notre santé. Nous reconnaissons également la longue présence et la résilience des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur cette terre. Et nous reconnaissons leur rôle de gardien, d'intendant et de compteur sur l'île de la Tortue. Je vous rejoins aujourd'hui de Taekwondo, en Ontario. La ville de Toronto se trouve sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga of the Credit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Ce territoire accueille désormais de nombreux peuples des Premières Nations, ainsi que des Inuits et des Métis. Toronto a aussi conclu le traité 13 avec les Mississauga of the Credit et les traités Williams signés avec plusieurs bandes Mississauga et Chippewa. C'est un grand honneur que de pouvoir nous réunir aujourd'hui. En effet, nous pensons que les parcs devraient jouer un rôle vital en offrant des espaces communs à tous les peuples et qu'ils constituent un lieu important pour la réconciliation et la décolonisation. Nous vous invitons à vous présenter dans la boîte de clavardage en indiquant votre nom, votre organisation et le territoire de la nation où vous trouvez. Si vous ne savez pas sur quel territoire autochtone vous vivez ou travaillez, vous pouvez visiter le site nativeland.ca ou l'application Whose Land et vous trouverez les liens dans la boîte de clavardage. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore notre organisation ou qui participent pour la première fois à un événement comme celui-ci des Amis des Parcs, notre organisation contribue à activer le pouvoir des parcs afin d'améliorer la qualité de vie dans les villes du Canada. Grâce à notre réseau national, nous offrons un soutien complet aux groupes citoyens, aux organisations à but non lucratif, aux employés municipaux de tout le pays qui cherchent à animer et améliorer leur parc urbain. Notre réseau national
Donc, notre réseau national apporte son soutien à plus de 800 groupes citoyens et il est le seul réseau du pays dédié à soutenir ce genre de projet. Les événements comme ce webinaire visent à fournir aux groupes, aux organisations et aux professionnels des parcs, tels que vous, les outils et l'inspiration dont vous avez besoin pour animer et améliorer les parcs et espaces publics de votre ville dans le cadre d'une démarche citoyenne. J'aimerais maintenant passer la parole à notre modérateur, Clint Jacobs, et notre première intervenante, Catherine Febria, qui vont se présenter et nous parler brièvement de leur travail à l'Université de Windsor et au sein du pôle des parcs urbains nationaux. C'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. Je, je vais vous parler d'un partenariat excellent avec la ville de Windsor. Donc, nous avons commencé ce projet en raison d'une politique des parcs Canada. Donc, en utilisant ces 3 piliers, donc qui reposent sur la relation avec les peuples autochtones. Donc, nous utilisons ces 3 piliers dans tout ce que nous faisons. Pour les personnes qui ne sont jamais allées à Windsor, vous voyez les sites candidats au parc national. Donc, cela comprend plusieurs parcelles de terre. Donc, le parc Black Oak Heritage, le parc Ojibwe, le parc Tallgrass Prairie Heritage et la réserve nationale, la réserve naturelle provinciale Ojibwe Prairie. Donc, nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de créer ce parc national, ce parc urbain national. Donc, nous sommes vraiment fiers des comités de pratique que nous avons établis ces dernières années. Et donc, nous avons une table de connaissances traditionnelles qui est gérée par mon collègue Clint. C'est grâce à l'établissement de relations communautaires que nous avons pu euh, créer ce parc urbain national. Donc, vous voyez que ces trois dossiers sont liés directement aux 3 piliers sur lesquels repose notre travail. Donc, le but de cette plateforme, c'est de connecter donc, ces sujets. Nous voulons continuer à travailler sur la réconciliation avec les peuples autochtones et nous voulons continuer à améliorer les connaissances sur l'écologie et faire avancer l'intendance environnementale. Nous voulons comprendre en fait comment les connaissances autochtones peuvent nous servir dans ce contexte. Donc, nous allons créer aussi un centre autochtone qui sera situé dans ce parc. Et nous voulons également essayer de faire de la recherche pour... nous voulons créer une ville qui soit à la fois équitable, inclusive, et comment est-ce que nous pouvons influencer tout le réseau des parcs urbains nationaux grâce à ce que nous apprenons. Et donc, dans le cadre de notre mandat, nous voulons accroître les connaissances ainsi que la collaboration et de manière à informer la mise en œuvre, surtout pour les résidents qui veulent appliquer ce que nous sommes en train d'apprendre. Donc, parmi les piliers, nous avons un leader et donc le but de cette table, c'est de fournir des recommandations. C'est une table consultative qui est composée d'aînés et donc nous sommes situés dans la ville de Windsor. Et elle se constitue également de praticiens qui incarnent la culture autochtone, les aspects linguistiques
et que nous intégrons dans les programmes. Le but, c'est de créer un centre d'intendance environnementale autochtone. Et nous surveillons également les habitudes de la faune et leurs habitats. Donc, nous continuons de recruter et de former les personnes pour assurer la surveillance du patrimoine terrestre et aquatique. Et nous essayons aussi d'intégrer les connaissances autochtones. Et notre but, c'est de mettre au centre des relations basées sur le respect mutuel. Donc, notre troisième pilier, c'est l'aménagement urbain et la concertation. Donc, comment est-ce que nous pouvons intégrer ce pilier dans le cadre d'une ville de grande taille? Comment faire en sorte que ce parc bénéficie à tous? Et comment nous pouvons identifier des pratiques exemplaires et surtout servir aux enjeux de réconciliation avec les autochtones. Il y a beaucoup de discussions et beaucoup de nouvelles choses qui sont produites cette année. Un plan de politique. Et nous sommes tous des gens très passionnés qui veulent voir se concrétiser leur travail. Et donc, nous, nous essayons vraiment de connecter notre travail avec la communauté au sens large. Et nous essayons vraiment de créer des liens. Donc, vous voyez les gens qui font partie de cette plateforme. Ça peut être des gens qui travaillent dehors, dans la nature. Ça peut être des membres du public. Ça peut être des scientifiques dans les laboratoires ou bien des employés de Parc Canada. Donc, on veut vraiment montrer l'exemple de pas seulement ce qu'on peut faire à Windsor, mais aussi ce qu'on peut faire dans d'autres sites. Et nous voulons donner les moyens aux prochaines générations de porter le flambeau. Donc, on veut vraiment mettre en pratique tout ce que nous avons appris, notamment autour des thèmes de l'accès à la nature, de la réconciliation, et créer des opportunités. Et donc, Windsor est en train de tester toutes ces solutions et nos valeurs veulent aussi créer des liens avec les autres. Donc, je voulais souligner le fait que c'est un projet en cours. Nous apprenons et nous avons un réseau vraiment large. Et donc, on essaye vraiment de trouver les compétences au sein de la communauté pour mettre en œuvre toutes ces solutions. Donc, on voulait vous remercier et vous parler d'un fonds qui est un mécanisme de financement pour encourager les prochains intendants environnementaux. Donc, vous pouvez faire un don et investir dans la jeunesse qui choisissent de s'investir dans des carrières environnementales. Et donc, si vous souhaitez en savoir davantage, vous aurez un lien dans la boîte de clavardage. Merci. Vous avez autre chose à ajouter? Non. Merci. Je vais maintenant passer à Autumn Jordan, qui va se présenter. Elle travaille à Nature Canada. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Autumn Jordan. J'organise le programme de certification des villes et villages amis des oiseaux de Nature Canada. Donc, il permet de connecter les défenseurs de la biodiversité au niveau local avec les décideurs municipaux afin de protéger, défendre et restaurer les populations d'oiseaux dans leur quartier. Je suis diplômée en écologie, évolution et conservation et j'ai obtenu dernièrement une maîtrise en surveillance et évaluation bio-environnementale.
J'aime faire avancer la conservation des oiseaux en offrant des informations pratiques sur le terrain et en renforçant la cohésion sociale. Le programme Ville Amie des oiseaux repose sur trois piliers: la protection de l'habitat et la résilience climatique, la réduction des menaces pesant sur les oiseaux dans les environnements bâtis, comme la prédation par les chats, les collisions avec les fenêtres, ainsi que la sensibilisation et l'éducation du public. Et je collabore également avec plus de 60 équipes qui font campagne pour prendre des mesures en faveur des oiseaux dans leurs villes et villages. Donc, il y a 24 villes qui sont certifiées à travers le Canada qui sont amies des oiseaux. Et donc, elles continuent de progresser pour protéger les oiseaux et donc elles mènent différentes activités. Et parmi ces 24 villes, 14 ont créé une coalition pour continuer à progresser. Si jamais vous voulez en savoir davantage sur le programme des villes amies des oiseaux, vous pouvez trouver le lien dans la boîte de clavardage. Merci. Merci beaucoup, Autumn. Vous allez maintenant faire connaissance avec Rachel Buxton, qui travaille à l'Université de Carleton. Merci beaucoup. C'est un honneur de faire partie de ce panel. Je m'appelle Rachel Buxton. Je suis professeure adjointe à l'Institut des sciences environnementales et interdisciplinaires de l'Université de Carleton. Je me trouve sur le territoire non cédé des Anishinaabe à Ottawa. J'ai fait des études en ornithologie. Je viens de la côte ouest et j'ai été en contact avec la nature très jeune dans ma vie. J'ai voyagé de l'Alaska jusqu'en Nouvelle-Zélande. Je, je travaille dans un laboratoire dédié à la conservation environnementale. Donc, ça comprend des étudiants et des décideurs politiques. Et donc, nous étudions la manière dont la biodiversité est affectée à l'heure actuelle et comment nous pouvons trouver des solutions. Je vais vous donner une idée de ce que nous faisons dans ce laboratoire. Nous avons un étudiant qui travaille sur la manière dont la fermeture des routes affecte la population des oiseaux. Donc, on a un parc juste à l'extérieur d'Ottawa qui donc ça donne l'opportunité à la population d'accéder à la nature de manière très facile. Il y a des routes qui ont été fermées ou ouvertes de manière à protéger certaines populations des habitats humides. L'équipe a posé des caméras pour filmer la faune et donc voir à quel point la fermeture, le barrage des routes peut affecter la faune. 250 000 oiseaux sont tués en raison d'une collision avec des fenêtres à Ottawa chaque année. Et si on transcrit ça à l'échelle du Canada, ça représente 42 millions d'oiseaux qui sont tués à cause des fenêtres. Vous avez certainement vu différentes mesures qui sont prises. Ça peut être des autocollants collés sur les fenêtres. Euh, et donc, c'est quelque chose que nous essayons nous essayons de faire pression sur les décideurs pour que des mesures soient prises pour éviter ce genre d'accident.
nous faisons aussi des études sur la manière dont la santé et une biodiversité saine sont connectées. Les quartiers qui sont confrontés au racisme, par exemple, euh, et en cas d'équité, sont en train de mettre en place des projets pour améliorer la biodiversité. Et donc, nous essayons d'étudier à quel point ces initiatives ont un impact sur la santé mentale des habitants. Et nous savons que les oiseaux ont des répercussions sur la santé mentale. Et nous sommes vraiment emballés par tous les résultats que nous obtenons dans ces recherches. Et donc, je serais ravie de vous en dire plus plus tard sur la biodiversité. Merci. C'est fascinant. Merci beaucoup, Rachel. Et maintenant, nous allons avoir Janet Sumner de la Wildland Foundation. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un excellent panel aujourd'hui. Je m'appelle Janet Sumner, je suis à la direction générale de la Wildlands League. Je n'ai pas préparé de diapositive. Nous sommes basés à Toronto et je reconnais le territoire sur lequel je me trouve, qui est géré depuis des millénaires, par les populations des Mississauga of the Credit, des Wendat et des Chippewa. Et donc, Toronto se trouve sur un territoire qui a conclu un traité avec les Premières Nations. Nous travaillons à Windsor, dans les Grands Lacs, jusqu'en Ontario, dans le Grand Nord, avec différentes Premières Nations qui travaillent dans des habitats humides. Et donc, nous travaillons dans le domaine de la conservation. Et nous essayons aussi d'endiguer la disparition d'espèces en péril comme les caribous. Et nous savons que il y a des endroits où la faune est vraiment en péril. On travaille à Windsor, Guelph. Il y a seulement 2% des terres qui sont protégées. Et nous essayons de faire en sorte que nous protégeons la terre pour que à la fois les gens, les animaux sauvages et la nature puissent prospérer. Il y a différentes organisations avec lesquelles nous travaillons de manière à protéger ces terres. Et donc, nous essayons de faire pression sur les municipalités pour qu'elles augmentent la part de terres protégées. Et dans la ville de Pickering, par exemple, nous voulons que le terrain dédié à l'aéroport soit cédé au parc urbain, au parc national de la Rouge. Et donc, l'objectif, c'est de créer un réseau de terres protégées qui soit interconnecté de manière à tisser de nouveaux réseaux entre ces terres. Et donc, avec une Première Nation à Windsor, nous travaillons sur un projet de réhabilitation d'une savane. Windsor est une plateforme, est un foyer des animaux sauvages en danger, des inondations. En fait, il y a beaucoup de problèmes environnementaux à Windsor. Et donc, c'est devenu une plateforme pour trouver des solutions. Et donc, nous essayons de travailler avec les personnes Ojibwe. Et donc, nous essayons de tirer des leçons de leur savoir pour atténuer les risques d'inondation. Et donc, on met en place un modèle de co-gouvernance avec les peuples autochtones. Merci beaucoup, Jeannette. C'était vraiment intéressant. Nous allons maintenant passer à notre discussion avec des questions que nous allons adresser à nos intervenants. Clint Jacobs va donc modérer
Clint est un gardien du savoir traditionnel. Il travaille à l'université de Windsor. Et donc, il travaille comme professeur auxiliaire à l'université de Windsor. Il dirige des cours pratiques avec lesquels les étudiants participent à des projets de surveillance et de restauration écologique dans la Première Nation de Walpole Island. Ce cours pratique est proposé aux étudiants de premier cycle et vise à créer des liens entre les connaissances autochtones et les concepts écologiques occidentaux. Il a aussi dirigé un cours à l'Université Western comprenant des projets d'intendance et de restauration environnementale. Et je vais maintenant passer la parole à Clint. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je crois qu'on a à peu près 400 personnes aujourd'hui. Merci de prendre le temps de participer à cette discussion. Je sais qu'on a tous des emplois du temps très chargés. Et c'est vraiment important d'établir des relations entre nous tous et pour pouvoir garantir, préserver la vie, non pas seulement des humains, mais de tous les êtres vivants. Donc, je voudrais commencer par Janet. Donc, la raison pour laquelle nous avons organisé ce webinaire aujourd'hui, c'est pour faire le point sur ce qui a été réalisé pour la biodiversité un an après la COP 15. Est-ce que vous pourriez expliquer brièvement l'idée du 30-30 et ce qu'est la cible 12 de la COP 15 qui se concentre sur les espaces verts et bleus en milieu urbain? Et j'aimerais aussi vous poser la question, est-ce que des objectifs aussi ambitieux que ceux-ci sont utiles dans votre travail? Et si oui, pourquoi? Merci pour cette question, Clint. Je voudrais commencer par dire que nous sommes dans une situation mondiale où nous allons voir certainement la disparition d'énormément d'espèces sauvages. Nous sommes, euh, nous sommes sur le point de voir la 6e extinction d'espèces sauvages. Et donc, nous avons énormément de défis à relever. Et tous ces défis sont connectés. Comme j'ai mentionné qu'à Windsor, ils ont une prairie herbeuse qui sert d'éponge en cas d'inondation. Et donc, c'est vraiment important que nous établissions un dialogue. Et pour répondre au fait que nous perdons des écosystèmes, le monde s'est réuni autour de la COP 15. Il y a à peu près 94 gouvernements. Et donc, ils ont établi des cibles. Et donc, l'idée, c'est de protéger 30% des terres et des eaux d'ici 2030. Et on veut protéger la biodiversité et faire en sorte que la terre reste vivable. L'idée, c'est que nous protégeons une part suffisamment importante de la planète pour éviter un déclin tragique du vivant. Nous devrions noter que ce n'est qu'un objectif plutôt petit par rapport à l'objectif ultime qui est de protéger beaucoup plus que ça. Et donc, l'idée, c'était plutôt de protéger 50% du territoire. C'est pas assez de protéger 30% des eaux et des terres. Et on pourra simplement dire, OK, on peut cocher la case. Mais si l'objectif véritable, c'est de faire en sorte que nous vivons sur une planète vivable et en bonne santé, euh, nous devons faire en sorte aussi de protéger les habitats dans la partie sud du monde.
Les zones qui sont en péril dans le sud doivent avoir leur propre approche. Dans dans nos milieux urbains et périurbains, notre objectif, c'est de protéger les dernières zones naturelles intactes et de faire en sorte qu'elles soient connectées entre elles. Nous devons faire en sorte de rebâtir les habitats pour les animaux. Les monarques qui viennent du Mexique et traversent les Grands Lacs et se dirigent vers la baie d'Hudson doivent pouvoir trouver de la nourriture. Ce n'est pas suffisant de gérer la biodiversité sans se pencher sur le milieu urbain et périurbain, parce que les oiseaux et les espèces migratrices traversent ces zones urbaines. Avec la réunion que nous avons aujourd'hui, on peut voir que les financements et les initiatives venant du gouvernement fédéral, il y a certaines initiatives au Québec, en Nouvelle-Écosse, mais ça ne se passe pas dans toutes les provinces. Et donc, le gouvernement fédéral a vraiment lancé une initiative globale. Et donc, c'est vraiment emballant de voir que quand on se rend dans différents quartiers et qu'on pose une carte et qu'on leur demande où on devrait faire un plus de travail de protection, des gens arrivent avec un millier d'idées et donc nous devons vraiment faire en sorte de canaliser toutes ces idées parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent avoir un impact et vraiment aider à protéger la biodiversité. Merci beaucoup, Janet. Nous allons maintenant avoir une question pour tous les intervenants. Donc, ces questions sont liées à des appels à l'action euh, qui sont venus d'un appel à l'action par rapport au changement climatique à la COP 15. Et donc, on reconnaît de plus en plus que la perte de biodiversité est le résultat de la colonisation et que nous devons faire en sorte d'utiliser les connaissances et la vision du monde des autochtones et utiliser cela pour maintenir euh, un environnement viable pour les générations futures. Donc, je travaille actuellement dans un laboratoire de recherche à l'université, mais cela fait longtemps que je travaille sur ce sujet. Et donc, je suis de race blanche et je suis une colon sur ce territoire. Et donc, c'est important pour moi de voir comment je peux voir ma relation avec la nature comme une relation mutuelle et non comme une relation d'exploitation. Nous avons tellement de choses à apprendre des connaissances autochtones et je pense que nous avons tous la possibilité de créer des relations personnelles avec la nature, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur travail. Et donc, c'est important de faire en sorte d'avoir une meilleure relation avec notre planète et de travailler sur la restauration des ressources. Et pour moi, j'essaie vraiment de maximiser tous les outils que j'ai dans ma boîte à outils. Et je m'efforce de créer des liens entre la communauté humaine avec la communauté environnementale et en créant des communautés de pratique. Nous avons l'appel à l'action du comité de réconciliation et de vérité et nous travaillons
sur ce dossier. Et donc, j'essaie vraiment de mettre tout cela en application. Et je sais que c'est une pratique. Et parfois, nous faisons des erreurs. Et parfois, il y a des choses qui ne se passent pas comme nous voudrions. Et donc, je sais que nous ne sommes pas parfaits. On ne devrait pas simplement être motivé par l'objectif 30-30 ou bien des réunions de la COP 15. Euh, il faut qu'on comprenne vraiment notre connexion directe avec la nature au niveau personnel. Et donc, c'est pour ça que c'est important de réfléchir à ça avant de prendre des actions, prendre des mesures au niveau local ou même international. Merci beaucoup, Catherine. J'aimerais, je m'informe constamment en tant que colon blanche sur cette terre. Donc oui, pour revenir sur l'appel à l'action du comité action réconciliation et vérité. Donc c'est une bonne manière de commencer à s'informer sur le sujet. Et donc pour protéger la biodiversité, euh, nous devons aussi soutenir les programmes menés par des autochtones et pour décoloniser les manières de travailler. Nous travaillons activement avec les groupes autochtones et nous utilisons les méthodes exemplaires de ces intervenants. Nous travaillons aussi avec un cadre de travail qui s'appelle Ethical Space, espace éthique, et qui s'appuie sur différents principes et valeurs qui reprennent ce qu'a dit Catherine. Et c'est vraiment important dans le travail que je mène, surtout autour des changements climatiques qui sont directement en lien avec la perte de biodiversité. Et nous devons revoir nos relations avec la nature qui ne devraient pas être simplement unilatérales, ni même utiliser une approche d'exploitation. Nous avons créé un panel consultatif avec les autochtones de manière à identifier des alternatives. Et nous nous appuyons sur des structures de pouvoir qui sont ancrées, des structures de pouvoir coloniales ancrées, par exemple, dans la manière de travailler dans les municipalités. Et donc, nous remettons tout cela en question. Euh, merci beaucoup. Merci, Clé. Je travaille donc dans la recherche et la recherche a une histoire qui repose beaucoup sur l'exploitation des personnes autochtones et de tous les groupes de population, en fait. Nous devons apprendre et désapprendre beaucoup de choses dans le domaine universitaire. Donc, dans mon travail auprès des jeunes, c'est essayer de leur donner les outils pour apprendre et désapprendre euh, afin de mener des recherches plus éthiques. Et donc, nous intégrons des outils qui ont été élaborés par des autochtones. À Canton, nous avons donc une manière d'enseigner aux étudiants de premier cycle la manière de mener des recherches éthiques. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau de l'enseignement. Et moi-même, dans le cadre de ma propre recherche, les autochtones sont les premiers gardiens de la terre ici en Amérique du Nord. Et nous sommes arrivés aux mêmes conclusions avec la recherche.
Et, et donc, mon travail repose sur le fait de soutenir, d'appuyer le travail qui a été mené par des autochtones et de mettre en œuvre des programmes qui sont dirigés par des autochtones. Autumn a mentionné l'outil Ethical Space. Nous utilisons un autre outil qui nous permet de mettre en parallèle différents systèmes de connaissances plutôt que de nous appuyer sur un système de connaissances unique. Et nous avons souvent eu tendance à valoriser davantage les connaissances occidentales plutôt que les connaissances autochtones. Et donc, c'est important de mettre l'accent sur ces deux systèmes de connaissances qui permettront de manière égale à résoudre les problèmes. Et maintenant, nous allons avoir Janet. Merci beaucoup pour toutes ces réponses très utiles et intéressantes. Je voudrais vous dire comment j'ai pu tirer parti du fait d'écouter. Donc, en travaillant dans la conservation, j'ai parlé avec un chef d'une communauté autochtone, et il m'a dit il faisait partie du traité et qu'il avait une responsabilité envers le respect de ce traité. Et donc, il m'a montré que moi aussi, j'avais une responsabilité dans ce traité parce que j'habite sur ce territoire. Nous avons reçu, euh, nous avons appris quelque chose d'un aîné de la communauté Blackfoot. Il nous a expliqué que nous avons une vision autochtone et une vision non autochtone. Et que notre travail, c'est de les rassembler ensemble d'une manière éthique, de manière à ce qu'ils puissent dialoguer, pour que ces deux systèmes de connaissances puissent communiquer ensemble. Et la troisième chose que j'ai appris, c'est que j'ai eu la possibilité de voyager avec des guides autochtones. On s'est rendu dans des territoires où il y avait très peu de personnes non autochtones. Par exemple, dans une communauté à proximité sur les bords de la baie d'Hudson. J'ai passé beaucoup de temps dans ces communautés. On a traversé le territoire. Et donc, et quand on rencontre des ours polaires ou des animaux sauvages et qu'on parle avec des gens qui ont habité cette terre depuis toujours, on se rend compte de la connexion qu'ils peuvent avoir. Et donc, dans ces cas-là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout les gardiens du savoir. Et donc, si vous êtes en mesure d'ouvrir vos yeux et d'être ouvert d'esprit, vous pouvez apprendre énormément de choses. Et donc, tout ça, c'est une continuation. Et l'apprentissage ne se termine pas là. Je fais un balado avec David Flood, qui est aussi un autochtone. Et il, il parlait, par exemple, de la sylviculture et de pratiquer l'exploitation éthique. Si vous allez abattre des arbres, il faut vraiment faire preuve de respect et il faut traiter les arbres de manière respectueuse et avec honneur. Et donc, même en parlant avec quelqu'un qui travaille dans l'industrie d'extraction, j'ai vu qu'on peut avoir une approche éthique. Et donc, ils m'ont aussi montré que la Terre était une source de médecine. Et donc, j'ai beaucoup appris d'eux et j'en suis vraiment reconnaissante.
On a une question pour Catherine. Est-ce que vous pourriez parler du rôle de l'indigénéité dans votre travail? Le travail de conservation, comment pouvons-nous travailler avec les populations autochtones pour aborder le travail de conservation? Merci beaucoup pour cette question. Je travaille avec vous, je fais de la place et je fais preuve d'humilité et je décentralise la place de la science. Et je sais que quand je suis arrivée à l'université, la première chose que j'ai faite, c'était de prendre contact avec le Centre pour la nature. On a créé un cercle de partage de connaissances autochtones. On peut créer toutes sortes, on peut renforcer les capacités de toutes sortes de personnes. Et donc, c'est important de créer un espace dans lequel on met la priorité sur les relations. On surveillait l'habitat dans différents espaces naturels et on se rend compte à quel point ils sont connectés avec d'autres habitats. Donc, c'est important de faire preuve d'humilité. La meilleure manière d'avancer, c'est d'établir ces relations. Et donc, j'utilise des méthodes de décolonisation. On utilise des méthodes de leadership transgénérationnel. On essaye d'apprendre d'eux pour savoir comment avoir un meilleur dialogue. On a aussi un conseil consultatif dans ce cercle de partage de connaissances et nous interrogeons des personnes autochtones et non autochtones de cette région. Et donc, on essaye de créer des rôles pour chaque personne. On essaye de passer le plus de temps possible en dehors de l'université, sur la terre et au contact des gens pour en apprendre un maximum. Et il y a une question supplémentaire. Comment est-ce qu'on établit des objectifs autour des cycles électoraux qui sont souvent euh, de 10 à 30 ans? Et malheureusement, on a une vision assez limitée par rapport aux autochtones qui ont une vision beaucoup plus à long terme. Oui, ça va prendre des années pour renouer des liens et recréer ces relations. Et c'est pour ça que je me concentre sur les prochaines générations. Et donc, c'est vraiment important oui, de former ces prochaines générations et d'aller sur le terrain et de voir à quel point les espaces maritimes sont connectés aux espaces terrestres. Et donc, le travail de reconnexion peut vraiment être l'objectif principal de cette génération. Et donc, nous voulons vraiment transmettre un maximum d'informations aux prochaines générations qui vont reprendre le flambeau. Merci. Nous allons passer à notre prochaine question. Nous avons parlé de la manière d'intégrer des perspectives diverses dans notre travail sur la biodiversité et les changements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis que vous avez rencontrés dans votre travail avec différents partenaires et la manière dont vous les avez surmontés? Et quels sont vos objectifs actuels? Je travaille avec différentes organisations locales et défenseurs d'intérêts en lien avec l'environnement et aussi des décideurs. Et donc, ces associations locales ont différentes tailles. Donc,
Donc, c'est souvent difficile pour ces groupes d'avoir accès à des ressources. Et c'est difficile parfois de relever ces défis. Et, et c'est parfois difficile pour les bénévoles de trouver du temps dans leur emploi du temps chargé. Donc, nous essayons de les encadrer, de les former. Nous organisons des communautés de pratique trimestrielles sur les défis que ces groupes et les professionnels des parcs, par exemple, peuvent rencontrer. Et on connaît tout ça, les rotations de personnel, l'épuisement des bénévoles, les problèmes de rétention et de recrutement sont toujours des défis à surmonter. Les équipes qui travaillent sur le programme de certification euh, ont besoin de soutien et nous organisons différents événements euh, pour rassembler ces personnes et pour soulager la charge de travail qui pèse parfois sur une seule personne. Donc, nous soutenons les quartiers en fournissant par exemple des honoraires ou bien des bourses pour que les quartiers puissent mettre en œuvre certaines initiatives. Nous avons aussi des activités de planification pour les guider, par exemple pour les personnes qui se sentent un peu dépassées par toutes les informations qu'elles doivent lire. Et nous essayons aussi de mettre en place des partenariats, par exemple avec les entreprises du secteur privé ou des universitaires. Une question pour Rachel. Quels sont les défis et possibilités que vous rencontrez dans votre travail en vue d'améliorer la biodiversité dans les villes? L'idée des défis et des opportunités et des compromis est quelque chose avec quoi on doit faire face très fréquemment. Je commence avec les défis. Euh, les environnements en milieu urbain sont très difficiles pour les animaux sauvages. Les habitats qui sont très modifiés posent énormément de menaces pour la faune, que ce soit les fenêtres pour les oiseaux, les chats qui sont des prédateurs pour les oiseaux. Ça peut créer des pièges écologiques pour certaines espèces. C'est important de restaurer les haies dans les villes avec des buissons, de l'herbe pour créer différents habitats. Les habitats, par exemple, en recréant des habitats avec des haies qui attirent les oiseaux, on doit aussi faire attention aux chats qui vagabondent et qui peuvent être des prédateurs terribles pour les oiseaux. Donc, c'est vraiment difficile de gérer toutes les menaces qui existent en ville pour restaurer ces habitats. Et un autre défi difficile, c'est que la biodiversité, c'est simplement une seule priorité pour les villes, parmi tellement d'autres priorités. Si vous pensez à un parc et la manière dont il est géré, et son rôle principal, c'est d'augmenter le, c'est d'être un espace de loisirs pour les gens. Et ça fait pas souvent bon ménage avec la préservation des espèces sauvages.
Je vous donne un exemple de mon travail à Détroit. Euh, il y a 75% du territoire à Détroit qui sont des terrains vagues, qui, c'est, ça montre en fait que c'est devenu un désert urbain et ça fait mauvaise image. Et Détroit est devenu malheureusement un piège pour les animaux. Et la ville a mis en œuvre un programme pour essayer d'encourager les gens qui possèdent des terrains vagues, des terrains vacants, à, à encourager la biodiversité, parce que cela pose énormément de menaces pour les oiseaux. Les villes sont des espaces merveilleux pour rallier les gens à une cause par rapport à la protection de la biodiversité. Et il y a énormément d'opportunités pour s'investir dans des activités de protection, que ce soit des activités de protection ou de conservation. Et ça crée une opportunité en or pour les gens de se connecter à la nature. Donc, donc ces activités sont une possibilité de reconnecter les gens ensemble, non pas seulement à Détroit, mais à travers le monde. Et c'est tout pour moi et j'aimerais bien connaître l'opinion des autres personnes sur le sujet. La prochaine question donc, est destinée à tous les intervenants. Euh, Catherine a dit quand nous avons planifié ce webinaire que nous avons tous des talents et que nous avons tous quelque chose à offrir. Alors, comment savoir quelle pierre à l'édifice de la biodiversité nous pouvons apporter personnellement et quelles sont les activités faciles, peu coûteuses et accessibles auxquelles le public peut participer? Il y a cette idée qu'il y a un seul chemin, une seule manière de faire les choses. Et Clint, est-ce que tu peux parler de la manière dont tu formes et encadres les jeunes dans ton travail? On- Par exemple, on demande aux jeunes s'ils ne connaissent pas leur talent, de demander à leurs amis ou leur entourage ce que sont leurs talents. Et donc, ça leur permet en fait, à partir de ça, d'aller de l'avant et ensuite de partager leurs talents avec les autres. Et, et comme j'ai travaillé avec toi et que j'encadre aussi des jeunes, j'ai appris que la nature est un espace euh, où on peut trouver des idées et on peut aussi apprendre beaucoup de choses des universitaires ou bien des autochtones qui sont gardiens du savoir. En ce qui concerne la biodiversité dans les villes, euh, nous devons vraiment faire ce travail personnel euh, de savoir quels sont nos talents et nous sommes tous, nous cheminons tous différemment. Certaines personnes essayent de guérir de certains traumatismes euh, et, et la nature est un médecin. Elle nous permet de guérir et de découvrir qui nous sommes et aussi de voir comment nous pouvons créer des liens avec les autres. Et c'est une leçon que la nature me rappelle constamment.
Je voulais aussi donner un autre exemple. Euh, si, donc, je voudrais poser la même question à Autumn sur les talents que les gens peuvent utiliser. J'aime beaucoup parler aux gens des oiseaux et puis ouvrir leur esprit sur la manière dont ils peuvent protéger les oiseaux. Donc, encourager les gens à aller dans la nature. Euh, je fais ça en milieu urbain. Je les emmène, par exemple, faire une promenade pour observer les oiseaux, par exemple. On emmène des jumelles. Ça peut être un investissement, mais en tout cas, c'est utile et intéressant de... Et pour se soucier de l'environnement, nous devons d'abord sentir un sentiment de connexion avec la nature. Et donc, pour moi, c'est important de me mettre à leur portée. Une manière peu onéreuse d'utiliser, ah oui, c'est une manière d'utiliser une application qui s'appelle eBird, qui permet d'identifier des oiseaux grâce à leur chant. eNaturalist est aussi une application qui permet de créer une communauté en ligne qui se concentre sur les plantes. Dans mon travail aussi avec Nature Canada, on a créé des sacs à dos avec des ensembles d'observation des oiseaux que les gens peuvent se procurer, peuvent emprunter à leur bibliothèque locale. Et ça, c'est une de mes manières favorites de nous connecter à la nature et aux oiseaux en particulier. Rachel, je vous pose la même question. J'adore cette question. Ça me fascine d'y réfléchir davantage. Une des recherches que j'aime le plus, je pense à ce sujet assez souvent dans mon travail. J'essaie d'incarner cette connexion avec la nature dans ma vie, où on habite à Ottawa. On a mis des autocollants sur toutes les fenêtres pour, pour éviter la collision des oiseaux. Et donc, il y a 4 autres personnes dans notre quartier qui ont fait la même chose. Donc, en faisant des choses pour la conservation, les gens le voient. Et donc, cela encourage les gens à prendre des mesures eux-mêmes. Donc, ne pensez jamais que ce que vous faites est trop petit ou pas important. Et incarner le changement que vous voulez voir, pour moi, c'est un principe important. J'ai commencé un club de conservation à l'université Carleton et au départ, je pensais que personne serait intéressé. Et le premier projet, c'était de mettre davantage d'autocollants sur les fenêtres. Et on a eu pas mal de personnes qui sont venues à notre première réunion. Et donc, montrer aux gens comment faire, leur donner des opportunités de s'investir et de paver la voie pour faire changer les choses, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'ai fait une présentation dans l'école de mon fils sur les oiseaux. Et tout de suite, tous les enfants voulaient avoir des lunettes d'observation, des jumelles sur leur liste de Noël. Et donc, je pense que c'est vraiment important de connecter les gens entre eux et surtout d'encourager la cause de la biodiversité. Janet, est-ce que vous voudriez répondre à la question? Pour nous, dans notre organisation,
Nous voulons encourager davantage de municipalités à protéger leur biodiversité. Et donc, pour le parc rouge, ça fait des années que nous essayons de faire en sorte que ce soit une aire protégée. Et donc, nous avons fait des activités et nous avons attiré l'attention des médias Nous avons fait en sorte que le parc soit gratuit pour les familles. Euh, il y a une grande partie des gens qui sont venus à nos événements qui n'étaient pas blancs, de race blanche. Nous avons créé une tente euh, avec des expositions d'art. Nous avons aussi eu des gens qui montraient les gens à faire du canoë. Nous avons aussi des gens qui guidaient les gens dans la nature. Et donc, cet événement a attiré des gens avec toute une panoplie de compétences. Et la question, c'est comment est-ce que nous pouvons canaliser toute cette énergie, toutes ces compétences et les amplifier? Et comment pouvons-nous amplifier l'opinion et la voix des citoyens de manière à ce que les gens veulent s'impliquer dans cette cause? Et donc, en faisant des choses et en étant visible, en créant des opportunités, i- on, on encourage énormément de choses. Les gens adorent la nature et on doit faire davantage. On doit accroître l'accès à la nature, surtout dans les villes. Et si on veut gérer les changements climatiques, on doit accroître la présence de la nature dans les villes. Merci. La perte de biodiversité et les changements climatiques sont des sujets vraiment sensibles. J'aimerais donc vous poser cette question à tous les intervenants. Comment intégrez-vous les notions d'espoir ou d'optimisme dans votre travail? Quelles sont vos recommandations pour encourager les gens à soutenir la biodiversité urbaine et à ne pas baisser les bras surtout? Ce qui me donne espoir, c'est ce qui me donne ce que je trouve dommage, c'est qu'on a l'accès à la nature n'est pas équitable, hein. C'est pas toujours facile pour les gens d'avoir accès à des cours d'eau, par exemple. On ne doit pas prendre pour acquis que nous avons une rivière et qu'on peut voir la rivière de notre fenêtre et qu'on a la possibilité de nous connecter à la nature quand nous le voulons. Et donc, notre objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens qui n'ont pas vraiment accès à la nature. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des parcs, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais grâce à l'établissement de relations, nous remettons en question les systèmes euh, qui nous gouvernent. Nous savons que nous ne faisons pas ce travail tout seul et nous savons que la nature est une solution pour tellement de problèmes, que ce soit les changements climatiques ou les inondations. Et donc, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour parler de tout ça. Une question pour... oui, je pose la question à Autumn. Oui, pour moi, c'est vraiment une question qui me préoccupe. L'éco-anxiété, notamment, est quelque chose qui est présent à l'esprit.
Je suis toujours très inspirée par des gens comme les intervenants qui sont là aujourd'hui. Travailler avec des groupes qui sont sur le terrain et qui se battent contre certains aménagements urbains. Et je suis toujours inspirée par leur travail et c'est ça qui me motive. Merci. Rachel, merci. Je voulais dire la même chose que les autres. Trouver les gens avec qui vous avez des points communs. Trouver ces poches d'espoir. Pour moi, l'espoir est synonyme d'action. Je tire de l'espoir de prendre des mesures quand je peux, de m'inspirer de ces groupes qui font un travail formidable, de participer à un webinaire comme celui d'aujourd'hui avec chacun d'entre vous qui font certainement un travail formidable. Je suis professeure, je travaille avec des jeunes et donc ils ont tous été en quarantaine pendant la pandémie et ils en sont ressortis et ils continuent à venir. Et ils ont développé énormément de résilience. Et donc, toutes ces personnes m'inspirent énormément. Et ces jeunes ils grandissent dans un monde vraiment incertain. Et donc, les gens qui partagent mes opinions, mes intérêts et les jeunes sont tous des personnes qui m'inspirent beaucoup. Et enfin, Janet, oui, j'aimerais raconter une espoir. Il y a à peu près 10 ans, nous n'avions pas de parcs urbains nationaux. Les gens disaient que c'était pas possible, beaucoup étaient contre, et beaucoup de gens au gouvernement fédéral. Et, et on disait qu'on ne pouvait pas intégrer l'intégrité environnementale dans les politiques. Tout le monde disait que c'était impossible à faire. Eh bien, nous avons écrit au gouvernement et on a fait en sorte que ce soit populaire. Et nous avons choisi le parc de la Rouge parce que c'était extrêmement populaire et c'était un parc essentiel pour 7 millions de personnes, qui est une grosse part de la population au Canada. Et aujourd'hui, le Parc Canada nous a promis que 15 autres parcs urbains nationaux seraient créés. Ça se passe à Halifax, ça se passe à Windsor, à Edmonton, qui est intéressé aussi. Il y a d'autres régions au Canada. Et en fait, on est inondé de demandes de municipalités qui veulent avoir leurs propres parcs urbains nationaux. Il y en a à Guelph, il y en a une demande à London. Partout dans le pays, les gens se demandent comment est-ce qu'ils peuvent aussi avoir créé un parc urbain national. Faites en sorte que l'initiative devienne populaire et montrez-leur que c'est possible. Et nous essayons maintenant d'agrandir le projet de la Rouge. Et quand on a des décideurs politiques et qui veulent utiliser des terres protégées et les utiliser pour l'aménagement urbain, les gens se lèvent en bloc et s'opposent. Et c'est ce qui c'est ce qui s'est passé quand le Green Belt dans la grande région de Toronto a été menacé par les politiques. Et donc, il y a, on peut dénombrer nous avons dénombré avant la création du parc urbain national de la Rouge, nous avons dénombré le nombre d'espèces
sauvages. Et nous avons vu la différence que ça a fait parce que maintenant, il y a plus de 2000 espèces. Et donc, nous devons continuer à connecter toutes les parcelles de terre entre elles pour continuer à augmenter les espèces naturelles, les espèces sauvages. J'ai une question personnelle. J'ai été inspirée par une personne en Colombie-Britannique. Elle expose les jeunes à des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et donc, elle encourage ces jeunes à partager leurs émotions et ce qu'ils ressentent dans ces situations. Et donc, ça m'encourage à réfléchir à à mon propre peuple. Et ça me fait penser à une prophétie. euh, et, et ça me rappelle que oui, nous devons vraiment nous mettre en action et pas attendre que les choses se fassent. Je voulais vous partager une histoire. Je connaissais une personne qui était assez intimidée par la nature et qui avait peur d'être dehors. Et donc, il a été exposé progressivement et il a trouvé ses propres connexions. Ah oui, c'était un jeune garçon. Et donc, il a été exposé petit à petit à différentes choses. Et puis, il a regardé une abeille qui s'est posée sur la table. Il était prêt à s'enfuir. Et donc, et donc, on lui a demandé, qu'est-ce que tu apprends de cette situation? Et donc, il a regardé cette abeille qui était couverte de pollen et qui était en train de se frotter les pattes. Et donc, sa mère a utilisé les questions que je lui avais proposées. Et donc, elle a posé à son fils la question, qu'est-ce que tu as appris? Et donc, il a répondu. Et il a dit, on ne prend pas plus que ce dont on a besoin. Et ça, ce sont des lois qui font partie de notre savoir autochtone. Et il l'a pas appris de moi, il l'a juste appris d'une abeille. Et donc, si on peut amener les gens dans la nature où ils peuvent apprendre des choses, pour moi, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et les anecdotes que vous avez racontées. Pour moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est cette communauté, les 700 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire et qui sont tous passionnés par ce sujet et qui ont pris le temps de nous rejoindre en cette période chargée de l'année. Nous allons maintenant euh, passer aux questions des participants. Nous n'avons pas énormément de temps, mais euh, Karen McKendry, comment est-ce que la municipalité, j'ai pas compris la question.
Donc la question, c'était les municipalités ne semblent pas avoir la responsabilité officielle de s'engager en matière de biodiversité. Et est-ce que les intervenants peuvent expliquer euh, comment faire du travail de plaidoyer auprès de la municipalité pour la biodiversité? Donc, par exemple, on peut proposer aux municipalités de prendre des mesures pour éviter que des projets de développement se produisent. Euh, Toutes les personnes, tous les citoyens, en fait, peuvent se mettre en contact avec les municipalités. Donc, j'encourage les gens à s'exprimer euh, auprès de leurs conseillers municipaux, surtout sur les sujets de biodiversité. Ouais, c'est une bonne idée. Clint et Catherine ont aussi quelque chose à dire. On travaille étroitement avec la ville de Windsor. On travaille avec des gens qui valorisent les partenariats et qui savent à quel point l'université peuvent avoir un rôle important. Les personnes qui travaillent sur la biodiversité doivent travailler avec les décideurs, avec les autochtones. Les scientifiques peuvent prendre des mesures, peuvent déterminer des indicateurs, mais les autres membres du public peuvent aussi avoir un rôle à jouer. Il y a des choses que la ville peut faire. On a eu 200 à 300 personnes lors d'un événement d'apprentissage que nous avons mené auprès de la ville. Et les résidents nous ont demandé quand est-ce que était le prochain événement. Alors, on a vu que c'était vraiment populaire. Janet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais dire que toutes les villes sont différentes. Certaines l'ont dans leur planification. Ça peut être la couverture végétale, ça peut être dans le cadre la lutte contre les changements climatiques ou la prévention des inondations. Essayez de trouver cette faille dans le système et la manière d'encourager davantage de protection. Et vraiment faites en sorte que ce sujet devienne populaire pour que les conseillers municipaux euh, veulent s'engager sur ce sujet parce que ça se passe par exemple dans leur quartier. Et donc, vous pouvez les encourager à prendre part à des activités qui se passent vraiment à proximité. Certaines municipalités sont vraiment emballées par l'idée d'un parc urbain national parce que le gouvernement fédéral va apporter son soutien et toutes les communautés vont en profiter. Mais, mais vraiment, les gens qui se préoccupent de la conservation sont partout. Il y en a dans les conseils municipaux, il y en a vraiment dans tous les domaines. Et donc, c'est vraiment important de trouver ces personnes et de travailler avec eux, de créer des partenariats. Essayez de les trouver, parler avec eux, ouvrez le dialogue. Mais il y a tellement de possibilités dans les villes et tellement de gens qui sont passionnés par ce sujet, même s'ils n'ont pas forcément la capacité directement de travailler sur ces sujets. Et donc, il y a un projet qui est financé par Environnement Canada et essayer d'encourager les villes à signer un engagement dans le cadre de l'objectif 30-30 de la COP 15. Parce que l'objectif, c'est vraiment de rétablir ces habitats
parce que ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant de protéger 30% des terres et des eaux d'ici 2030. On vivra pas sur une planète viable. Donc, il faut faire beaucoup plus que ça. Donc, il faut vraiment faire pression sur les villes pour qu'elles signent ces accords. Et ouais. Rachel, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais parler d'une recherche sur les risques d'extinction d'espèces. Il y a énormément d'espèces qui sont à risque parce que leur habitat est en péril. Et, et c'est vraiment bête et stupide que la plupart des villes n'aient pas de stratégie liée à la biodiversité parce que beaucoup de ces habitats menacés se trouvent en ville, ont été affectés par les villes. Et un des moyens d'action, c'est la volonté politique, mais un autre, c'est la mobilisation citoyenne. Donc, c'est un processus circulaire où la concertation citoyenne va augmenter la volonté politique et qui fera changer les choses. Bien que les municipalités n'aient pas toujours un plan pour protéger la biodiversité, il y a des parcs qui ont des stratégies. Par exemple, le parc Stanley a ce genre de stratégie. Ils ont des plans qui sont... Et ces plans qui sont très spécifiques euh, arrivent jusqu'aux oreilles des municipalités et souvent ont aussi un impact. Donc, je voulais mentionner toutes ces choses-là parce que c'est important de les mentionner. On arrive à la fin de notre discussion et nous savons que nous avons vu des questions vraiment très intéressantes, mais nous ferons en sorte d'y répondre et de vous envoyer les réponses par courriel après le webinaire. Donc, je voulais remercier tous les participants et les intervenants présents aujourd'hui qui nous ont partagé leurs connaissances et leurs passions. Donc, je voulais reconnaître nos bailleurs de fonds et dire que le webinaire d'aujourd'hui a bénéficié du soutien d'un donateur anonyme euh, et ainsi que la fondation Hillary and Glenn Weston, la banque TD, Arc'teryx et Parc Canada. Je voulais aussi dire que nous avons inauguré un nouveau réseau pour les professionnels des parcs euh, qui va permettre, si vous travaillez dans le secteur public, une organisation à but non lucratif, une institution universitaire ou le secteur de l'urbanisme, nous aimerions vraiment faire équipe avec vous. Pour rejoindre le réseau des parcs, des professionnels des parcs, abonnez-vous à notre infolettre et découvrez notre nouvel espace. Restez au courant des opportunités professionnelles, des formations et des services payants proposés par notre organisation. Vous trouverez le lien pour vous abonner à notre infolettre, ainsi que le lien vers notre nouvel espace dans la boîte de clavardage en bas de votre écran. Et nous avons hâte de faire équipe avec vous. Et si vous avez aimé ce webinaire, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé sur les autres webinaires, les événements, les publications et les offres de bourse proposées par notre organisation. Je voulais vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Nous vous enverrons prochainement le lien vers l'enregistrement de ce webinaire, ainsi que des ressources liées à cette discussion. Alors, restez en contact avec nous et surtout sur le sujet de la biodiversité. Alors, restez en contact avec nous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.